Si tu devais me donner les tendances qui émergent ou les défis du coup dans le secteur, si tu en as, tu peux ne pas en avoir aussi, mais je pense qu'aujourd'hui le secteur fait qu'on a des défis, des tendances émergentes. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner En termes d'usage, on a effectivement l'usage de l'intelligence artificielle. Et donc, les entreprises, elles sont confrontées un peu à ça. Est-ce qu'on laisse un peu tout le monde utiliser du chat GPT, tout ce qui va avec, pour l'usage de travail? Sauf qu'il y a des personnes qui prennent peur de manière plus ou moins légitime, c'est leur choix, leur décision. Mais effectivement, l'usage de ces éléments-là, de ces outils-là qui, entre guillemets, facilitent le travail, bah, d'autres personnes se disent, bon, bah, on utilise cet outil-là, bah, demain, j'aurai plus de travail. On a ces tendances-là en termes de risque aussi, mais surtout en termes de peur pour les gens, ils se créent en termes de tendance d'usage, en tout du moins, on a ça. Bon, après, c'est pas nouveau, hein. En termes de cloud computing, c'est déjà là depuis des années. Et même si je suis archi anti-cloud, mais bon, ça m'empêche pas de travailler dans des environnements cloud, hein. Mais surtout, on a l'autre côté aussi, c'est tout ce qui est de la blockchain. Certaines entreprises en parlent, d'autres en parlent pas. C'est vu comme un chat noir, on va dire, par d'entreprises, par différents acteurs, pas dans le sens où, parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas, du coup, tout ce qu'ils ne contrôlent pas, pour eux, c'est un bannir. Du coup, c'est tendance-là, on dirait, à surveiller. Pas en termes de sécurité pure, tout ce qui est attaque, ransomware, tout ça, bon, c'est pas nouveau non plus, mais tous les ans, on dit que ça s'empire, et les entreprises font rien pour améliorer. Très peu. Donc, voilà, faut juste faire attention à ça. Ça marche. Et puis aussi en termes de budget, hein, les entreprises elles mettent de plus en plus la main à la poche, mais c'est sûr que c'est un peu plus difficile quand, quand ils sont attaqués et que derrière, du coup, derrière, ils doivent réagir. Du coup, là, je parlais d'un peu de réaction. Si tu devais nous donner les outils avec lesquels tu travailles, t'es pas obligé de donner des outils qui sont propres à ton entreprise, hein, mais des outils sur lesquels tu as pu travailler ou que tu as vu passer, ce seraient lesquels? Yes. Du coup, je vais viser large et préciser encore une fois que c'est pas les outils qu'on utilise forcément chez AXA, Pas de souci. c'est des outils larges. Et alors, pour ce qui est, du coup, dès le départ, vu que j'ai dit je travaille dans la GRC, et du coup, je pense qu'on voit déjà les outils venir. Effectivement, mes outils majeurs, ça va être du PowerPoint et du Excel. C'est, on fait pas de technique, et là, du coup, même si on peut faire des macros avec Excel et faire deux, trois calculs, c'est bien. Voilà. En fait, mes outils quotidiens, ça va être par exemple, la suite Office ou la suite Google. Donc tout ce qui est de tableur, PowerPoint, parce que les présentations, bah, à un moment donné, il faut restituer les résultats et qu'au niveau du management, quelle que soit l'entreprise, en général, ils aiment bien le PowerPoint. Pas de sorcellerie à ça. Du Excel parce que bah, du coup, si on prend par exemple la 27005 et BioCRM, lorsque on crée son propre template, on peut voir sur Internet, hein, c'est souvent celui Excel, donc voilà. Il n'empêche qu'il y a des entreprises qui préfèrent utiliser d'autres outils plus compliqués, enfin plus complets, pardon, complets, complets et complexes, euh, notamment le logiciel Jiri Risk Manager que j'ai eu à utiliser. On peut très bien faire tout le travail d'analyse de gestion de risque sur du Excel, mais d'autres entreprises utilisent des outils, voilà, c'est plus joli, ça crée des rapports, ça facilite le travail sur plein d'aspects, ce qui est vrai. Et du coup, voilà, principalement en termes de côté GRC, j'ai utilisé ça, c'est comme outil. Après, il y a eu des postes précédents que j'ai occupés où j'utilisais d'autres outils, où je faisais des postes, on va dire, plus opérationnels, un peu plus techniques. Donc, on va dire un ODR, on entend souvent parler de CyberArk, du côté gestion de vulnérabilité, tout ce qui est Qualys Analytics, tout ce qui va être antivirus Kaspersky, SOC, SIEM sur du Splunk. Donc, ça dépendra en fait du poste que vous aurez par la suite. Mais voilà, si vous faites de la technique, vous aurez ces outils-là. Mais si vous faites de GRC comme moi, maintenant, vous aurez plus de la suite Office et ça sera très bien pour vous. Ok, ça marche. Moodpack vous a donné quelques termes techniques, du coup je reviens rapidement. Il a parlé d'antivirus. Bon, aujourd'hui un antivirus, un peu tout le monde sait ce que c'est, mais du coup, pour la faire courte et rapide, un antivirus c'est ce qui va un petit peu protéger votre ordinateur. C'est pas parce que vous avez un antivirus que votre ordinateur est totalement protégé, hein. On va se le rappeler, aujourd'hui, quand on met un antivirus sur un PC, on touche pas forcément tout de suite aux paramètres parce qu'on n'est pas forcément très technique.
mais il y a quand même des paramètres à ajouter dans certains antivirus qui font que vous êtes un peu plus protégé que ce que vous l'êtes quand vous téléchargez et installez automatiquement le logiciel. La gestion de vulnérabilité, c'est une recherche de faiblesses et de failles dans un système d'information. Ça permet de savoir quelles sont les failles, par exemple, dans un logiciel, on va prendre comme exemple un logiciel, et comment les corriger derrière. Il nous a parlé d'EDR. Un EDR, c'est un Endpoint Detection Response. Derrière, du coup, ça veut dire qu'il surveille tous vos appareils, comme un peu un détective, on va dire, et il va chercher du coup les signes qui indiquent que quelque chose de suspect pourrait ou s'est passé sur une machine. Derrière, ça permet du coup à l'utilisateur, s'il est admin et qui gère son EDR, ou plutôt au service IT, donc au service technique de l'entreprise, de regarder ce qui s'est passé, à quel moment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé sur la machine, pour pouvoir aller voir en profondeur et gérer exactement où est-ce qu'il faut régler le problème. En fait. Il nous a aussi parlé de SOC, Security Operations Center. C'est un centre qui regroupe tout un tas d'outils qui permettent de visualiser en temps réel ou avec un petit délai les différentes informations qui proviennent de plusieurs systèmes d'information au sein d'une entreprise. Pour la faire plus simple, comme je l'ai dit tout à l'heure, un système d'information, c'est un rassemblement de plusieurs technologies informatiques. Derrière, le SOC va travailler sur la sécurité de tout ça avec des personnes qui vont analyser les logs, donc les petites parties d'informations qu'on reçoit, et gérer les problèmes s'il y en a. Le SIEM, quant à lui, Security Information and Event Management, comme son nom l'indique, c'est un peu comme un grand tableau de bord qui rassemble tous les logs, donc du coup les parties d'information qu'on reçoit d'un système d'information. C'est le tableau de contrôle qui permet de lire tous ces logs, de récupérer tous ces logs et d'avoir un maximum d'informations sous forme de texte. La conformité et le socle de sécurité sont comme les règles et les bases solides qui assurent que tout fonctionne de manière sûre et conforme. Un peu comme les fondations d'une maison solide. La conformité, ça consiste à suivre des règles, lois et réglementations établies par des autorités ou les normes de l'industrie. Cela signifie que toute organisation doit respecter certaines règles spécifiques pour être en accord avec les standards légaux et éthiques, par exemple dans les domaines de la sécurité des données. Il y a aussi des lois qui obligent les entreprises à protéger les informations personnelles de leurs clients. D'un autre côté, le socle de sécurité, c'est comme une série de mesures de protection mises en place pour garder les choses en sécurité. Cela peut donc inclure des logiciels de sécurité, des pare-feux, des mots de passe forts, des protections de sauvegarde et d'autres outils ou pratiques qui servent à protéger les données et les systèmes contre les menaces extérieures comme les cyberattaques ou les accès non autorisés. Ensemble, la conformité et le socle de sécurité sont essentiels pour assurer que tout fonctionne correctement, en respectant les règles tout en étant protégé contre les risques potentiels. C'est un peu comme avoir un plan et des protections en place pour que tout se déroule bien en toute légalité et sécurité. Du coup, en parlant des outils, il y a une question qui me vient. Est-ce que tu peux par exemple me donner un exemple concret de situation dans laquelle tu as pu exercer ton métier? Yes, du coup, l'exemple des analyses de risque, simplement. C'est un plan pour représenter, en fait, ils font la 27005 ou BioCRM, c'est au choix. C'est en gros, en fait, on a différentes phases dans une analyse de risque. Donc, on récolte par exemple les informations sur l'existant, sur qu'est-ce qu'on est en train d'analyser, qu'est-ce qu'on va analyser, et dans quel contexte, pour avoir des informations générales. Donc, on va restituer ça sur un onglet, sur une page, et on va faire ça sur plusieurs onglets pour bien différencier les différentes étapes, grandes phases, ou atelier, on appelle ça dans le BioCRM, et du coup, des différentes phases d'analyse de risque. Notamment, il y a une des phases, du coup, je vais en parler plus en détail, c'est la phase notamment où on vérifie soit les mesures de sécurité qui sont appliquées, pour vérifier la conformité, parce qu'en fait, quand on fait une analyse, par exemple, BioCRM, par exemple, en fait, on vérifie ce qu'on appelle le socle de sécurité. C'est ça, savoir, ok, on a un élément sur lequel on fait l'analyse, et au lieu de réinventer la roue, il y a peut-être des mesures de sécurité qui sont déjà appliquées. Donc sur l'élément, sur son environnement, par exemple, si c'est un logiciel qui est déployé sur un serveur,
Le but, c'est de savoir quelles sont les mesures appliquées, par exemple, sur le serveur. Ou tout du moins, des mesures périphériques aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier une notion de sécurité en profondeur. Mais bon, ça, on y reviendra. Et du coup, le but, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a comme socle. Par exemple, si on dit que on doit appliquer des mots de passe de 16 caractères et qu'au finalement, c'est un mot de passe de 8 caractères qui est appliqué et qu'il n'y a aucune complexité de mot de passe. En plus de ça, il n'y a pas de log contre le code, tout ça. Super. Bon, ben, un premier risque, c'est un attaquant, il passe à travers parce qu'il veut brute force et qu'il brute force à l'infini et qu'il n'y a pas de blocage de compte. En fait, voilà, on a les risques. Il va faire une attaque par brute force pour avoir les accès, retrouver le mot de passe, tout ça. Voilà. J'ai un peu détaillé à la phase socle de sécurité, mais voilà, concrètement, en fait, on a le fichier complète à travers les différentes étapes. Et du coup, à la fin, le but, c'est on a des résultats souvent sous graphe, sous tableau, pour avoir des pourcentages. C'est parce que c'est ça qui parle au management. Enfin, ils sont pas débiles, faut pas croire, c'est que juste que voilà, c'est des résultats concis. Donc ils ont pas besoin de savoir tous les détails que j'explique là. Ils ont juste besoin savoir si on est conforme ou pas, à quel niveau, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il faut faire, combien ça va coûter. Et du coup, tout ça, une fois que nous on a fini d'un point de vue Excel, on restitue ça d'un point de vue PowerPoint en version beaucoup plus concise, parce que ça va être pour le management ou top management, comme on a encore choisi, pour dire, ok, on a analysé 7 éléments. Il y a ces risques-là, enfin, il y a tel niveau de conformité, il y a ces risques-là, voici le plan de remédiation. Et voilà, en 5-10 slides max, on va dire, on appliquait l'analyse, quoi. Alors que sur Excel, ça prenait des plombs. Voilà, j'espère. C'est c'est très complet, non? C'est très bien. Si je comprends bien, vous êtes du coup dans la partie la plus diagnostic entre guillemets, le fait de récupérer le plus d'informations, présenter au client quel risque il peut y avoir. Donc vous devez connaître un maximum la partie technique sans la faire en fait, j'imagine. Et alors, effectivement, il y a la théorie. Il y a la théorie, normalement, si on suit le plan initial pour avoir un poste en GRC, en fait, on est censé avoir toutes les personnes du coup qui travaillent dans la GRC sont censées, en théorie, avoir déjà occupé des postes techniques, donc Blue Team, Red Team, Purple, tout ce qu'on veut, ou à minima avoir les connaissances et compétences, savoir de quoi on se parle. Effectivement, là tu as totalement raison. C'est que d'un côté, pour bien identifier les risques, parce que demain on te présente une application, tu cherches par exemple le nom de l'application sur internet parce que c'est une application, typiquement on parlait de WordPress. Demain, l'entreprise dit on utilise WordPress pour un usage, ok, super, c'est leur choix. Ça se trouve, ils utilisent une version qui est vulnérable. Donc, du coup, tu trouves des CVE sur Google, tu tapes CVE, la version WordPress, tu en as. Tu as des POC aussi. Et du coup, c'est bien, joli d'avoir trouvé tout ça, mais si toi, tu ne comprends pas en quoi consiste la vulnérabilité, ça va être chaud pour la suite, dans le sens où, si tu es incapable d'expliquer ce qu'est un POC et quelle action veut être réalisée, tout du moins dans les grandes étapes, en fait, tu vas passer à côté, tu vas avoir peur de dire il y a un risque parce que tu ne sais pas, tu n'as pas la compétence, connaissance. C'est pour ça qu'on n'est pas tout seul, c'est une équipe, on peut concerter, on peut aussi, et on est surtout recommandé à aller voir des équipes techniques, notamment des pentesters, parce que du coup, on n'a pas forcément été pentester. Typiquement, moi, j'ai pas de background de pentest. Du coup, si on a des éléments qu'on ne comprend pas, on va voir des équipes pour dire là, j'ai un doute, est-ce que tu peux m'aider? C'est ça, il faut faire attention. Pourquoi je reviens pour le départ quand je dis qu'il faut avoir la base théorique des connaissances dans tous les autres champs de la cyber avant de faire un GRC, c'est que il y a la théorie, il y a la pratique. La pratique, c'est qu'aujourd'hui, autant les écoles que les entreprises, là, elles sont d'accord pour dire il y a un manque cruel de candidats, enfin de profils tout au moins formés, tout ça en cyber, ce qui est vrai. Ce qui fait qu'en fait, on a des postes qui à la base étaient exigeants en termes d'entrée. Enfin, exigeants, je ne dénigre pas les autres postes, hein, tout aussi merveilleux, tout ça. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, il est très facile pour quelqu'un qui sort d'école de faire de la GRC. Alors qu'il n'a pas de background Blue Team, Red Team, Purple, tout ce qu'on veut. Parce qu'à moi, c'est. Voilà. Et du coup, en fait, effectivement, en théorie, on est censé avoir un background, enfin, à la connaissance minimale sur tout ça. C'est pour ça, encore une fois, aux entretiens, si vous voulez faire de la GRC, surtout risque, enfin, sur la partie risque et conformité, on posera des questions, on parlera très souvent des top 10, qu'est-ce que top 10 WASP, parce que du coup, surtout FiveWeb, tout ça.
on parlera d'autres questions globales sur Blue Team, Red Team, et il faut être prêt à ça. Et pour ça, en fait, à ta question d'avant, pour comment est-ce qu'on fait pour être à jour, de la veille, parce qu'en fait, ok, il y a aux entretiens, on pose la question pour avoir une culture générale de la cyber. Parfois, ça suffit largement pour l'entreprise. Certaines entreprises sont très matures, effectivement, elles vont avoir quelqu'un qui est expérimenté, très compétent, ainsi de suite. D'autres entreprises, elles veulent juste quelqu'un qui fasse de la veille, parce qu'ils ont une personne qui l'a fait jusqu'ici, du coup, ils sont contents d'avoir quelqu'un qui initie un peu ça. Et c'est largement suffisant pour eux. C'est leurs attentes. On en revient toujours à ce sujet de veille. Non, c'est un sujet qui revient vraiment pas mal de fois. Là, dernièrement, je l'ai entendu en entreprise, à l'école. Non, c'est vraiment le sujet qui revient. Du coup, merci pour ce détail, tous ces détails. Moodpack vous a parlé des mots de passe. Aujourd'hui, en 2024, on peut plus se permettre d'éviter ce sujet. Donc, je vais faire un petit rappel. Tout d'abord, un mot de passe se doit de contenir au moins 16 caractères. Ensuite, il faut impérativement qu'ils aient des majuscules, des minuscules, des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux. En plus de tout ça, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une banque de mots de passe sur laquelle vous sécurisez l'ensemble de vos mots de passe, que vous n'utilisez pas le même mot de passe partout et que vous pouvez générer à l'infini. Enfin, je vous invite à installer le multifacteur qui est toujours super important à activer. C'est bien d'avoir le facteur qu'on connaît, donc on va dire le mot de passe, mais aussi le facteur qui nous reconnaît, nous, en tant que personne utilisant ce mot de passe. Donc derrière, ça peut être la biométrie, ça peut être un SMS, ça peut être un mail, tout ça qui va confirmer en fait que c'est bien vous qui demandez l'accès à votre compte. Il nous a parlé aussi de brute force, donc c'est très bien, on reste dans le système de mot de passe. Le brute force, pour faire simple, c'est une technique utilisée par des assaillants afin de trouver votre mot de passe ou votre nom d'utilisateur selon le brute force qui est choisi sur un site ou toute autre chose qui contient en fait vos données personnelles. L'attaque la plus connue au niveau du brute force, ça va être celle par dictionnaire, donc c'est-à-dire que les assaillants vont avoir un certain nombre de mots dans un fichier texte, ou dans un fichier dans tous les cas, qui va être utilisé afin de tester toutes ces combinaisons en fait pour pouvoir trouver votre mot de passe à vous. Il nous a parlé de Blue Team, de Red Team et de Purple Team. Alors tout simplement, la Blue Team, c'est l'équipe qui va être dans la partie défense. Donc on a parlé de SOC. Donc voilà, vous rassemblez tout ça. Et donc du coup, généralement, la Blue Team travaille au sein du SOC. On a la Red Team qui, elle, travaille dans tout ce qui est attaque. Donc elle va simuler les attaques comme peut le faire un vrai assaillant. Elle va faire en sorte qu'elle trouve un maximum de failles afin que derrière, il y ait la sécurisation de tout ça. Enfin, la Purple Team, elle, c'est un peu différent. Elle va travailler auprès de la Blue Team et de la Red Team afin de voir comment ils travaillent, recommander des ajustements entre elles sur un exercice et puis analyser l'ensemble de leur travail afin que tout se passe pour le mieux et qu'elle s'améliore à tout moment. Elle peut analyser les résultats et proposer des améliorations dans les différentes corrections qu'il va y avoir, ou alors même proposer de la sensibilisation auprès des utilisateurs. Moodpack vous a parlé de POC. Un POC, c'est un Proof of Concept. En fait, le but du POC, c'est de tester une faille qui a été annoncée. Donc typiquement, on va prendre par exemple la possibilité de brute force un mot de passe sur un site web. C'est très large, hein, c'est pas exactement ça, mais on va passer sur ce cas-là. Le POC, ça va être la preuve que ce brute force-là fonctionne bien sur ce site web. Donc généralement, le Proof of Concept, c'est un ensemble de techniques, voire un script qu'on teste sur une faille pour pouvoir montrer que ça fonctionne bien. Enfin, une CVE, Common Vulnerabilities and Exposure, c'est un indice qui permet de reconnaître une faille, généralement qui a été publiée ou qui est en cours de publication, afin de donner des indices sur les différentes informations que contient cette faille. Si toi tu devais évoluer dans ton poste, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir des passerelles vers des postes techniques ? Je pense que oui, vu ce que tu viens de me dire, mais est-ce qu'il y a une possibilité d'évoluer plus haut au niveau, peut-être pas du grade, mais
au niveau des demandes et des responsabilités. Je te laisse la parole là-dessus. En fait, il y a des évolutions, on va dire, ouvertes dans tous les sens pour tout le monde, pas que pour moi, hein. C'est-à-dire qu'il faut effectivement, faut pas se rester figé. C'est pas parce que quelqu'un aujourd'hui est pentester qu'il va faire ça toute sa vie. Donc, contrairement aux discours qui sont vendus. Et c'est dommage d'avoir ces discours-là, mais effectivement, il y a des recruteurs ou des entreprises, tout du moins, qui disent voilà, et voilà comment tu devrais faire ton parcours pour avoir une réussite dans ta carrière. Je suis désolé, c'est totalement faux. C'est pas eux qui vont bosser à ta place demain. C'est pour ça, déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, et je recommande, même si c'est bien conseillé dans un certain sens, quand vous sortez d'école, faites le zigzag entre les postes Blue Team, Red Team, GRC, tout ce que vous voulez. C'est le moment de découvrir, c'est le moment de vous tremper parce que vous sortez d'école. Si vous faites ça quand vous avez 10-15 ans d'expérience, là, du coup, vous allez vous en vouloir parce que vous dites attends, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en train de chambouler tout ça. Et vous allez peut-être plus mal le vivre que quand vous sortez d'école, vous dites bon, bah, je cherche, je tâtonne ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Faites vraiment ça. Parce que sinon, vous allez faire 15-20 ans de carrière et vous allez dire ah, bah en fait, l'autre côté, c'est pas mal. Du coup, c'est dommage. Pour parler de mon poste, effectivement, je fais la GRC aujourd'hui, qui est formidable. Je peux évoluer effectivement en général, les personnes qui font la GRC à moyen long terme, ça, enfin à court terme déjà, quand je dis court terme, allez, c'est 2-3 ans, enfin ouais, 2-3 ans. Mais vous pouvez en fait déjà avoir des postes de manager dans une équipe de consultants GRC. Parce que ça dépend, on passe par Paris. Pour ça aussi, on peut poser la question parisienne, mais à Paris, étrangement, vous allez avoir des évolutions de carrière beaucoup plus rapides qu'en province. Ça, c'est un fait. Il y a des bonnes opportunités et il y en a beaucoup. Et ce qui fait que donc, je peux évoluer à des postes de manager dans une petite équipe. Après, plus loin, on va dire moyen long terme, de 5-7 ans, on peut être manager dans une grande équipe, super, ou comment on appelle ça, business unit, un truc comme ça. Et surtout, les postes qu'on vise en général, parce que les écoles nous ont tellement bien vendus, c'est les postes de RSSI, adjoint RSSI ou RSSI. Ça, effectivement, c'est des potentiels postes vers lesquels je pourrais évoluer si je le fais dans quelques années. Mais ce n'est plus mon souhait. Ça a été mon souhait quand je suis sorti d'école, je voulais absolument faire ça. Et j'ai eu l'occasion de faire ça d'une certaine manière dans une entreprise, dans une équipe de consultants, on va dire, où on était tous des adjoints RSSI finalement. Mais aujourd'hui, après avoir vécu ça, ça fait plus rêver. Donc, C'est le fait d'avoir pu tester en fait en soi. exactement, parce qu'en fait, il y a la théorie où on nous vend du rêve en disant ah, c'est des postes merveilleux, super, on apprend beaucoup, c'est bien. Mais il faut être réaliste aussi. Il faudrait sur tous les champs. En termes de travail, vous aurez beaucoup de travail parce que vous avez voulu avoir un poste qui est beaucoup plus exigeant, ce qui est vrai. Et vous avez des postes qui sont juste nommés. Par exemple, là, actuellement, mon poste, c'est consultant ISP. C'est un poste, un nom générique. Si vous venez dans mon équipe travailler, vous allez vous rendre compte que vous ne vous reposez pas beaucoup. Et c'est normal. Le manager vous a prévenu. Moi, il m'a dit plus d'une fois aux entretiens qu'on a fait. Je vais revenir. Par contre, voilà, sache que tu auras des grosses journées. Et il faut venir en connaissance de cause. C'est formidable d'avoir un manager qui soit aussi transparent. C'est des entreprises qui vous vendent du rêve. Ils disent venez, ouais, tu veux ton poste, tu l'auras. Par contre, derrière, ils vous disent bon, bah maintenant, Il va falloir travailler. t'en as plus. Ouais, ok, je vois.